Bonjour les filles. Vous aurez prochainement à faire la lecture du roman Le Journal d'Anne Frank. Le Journal d'Anne Frank est en fait un récit autobiographique dont le contexte mondial en fait se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc entre 39 et 45, 1939-1945. En fait, c'est que ça commence bien avant ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hitler va arriver au pouvoir en 1933 et c'est à partir de ce moment-là que les persécutions contre les Juifs vont commencer. Et bon, la guerre, oui, elle va commencer en 1939. Donc, des informations sur Anne Frank. En fait, son vrai nom, son véritable nom, c'est Anneliese Marie Frank. Elle est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Comme je le disais tout à l'heure, l'arrivée au pouvoir en 1933 d'Adolf Hitler va faire en sorte que de nombreux Juifs vont devoir s'expatrier ou se cacher, ce qui est le cas de la famille d'Anne, qui en 1942, donc à peu près au moment de l'anniversaire des 13 ans d'Anne, ils vont devoir trouver refuge finalement à l'annexe. Donc c'est un endroit secret adjacent à l'entrepôt d'Otto Frank à Amsterdam. Le lieu de naissance d'Anne Frank, c'est ici, Francfort-sur-le-Main, et ils vont s'expatrier dans les Pays-Bas à Amsterdam. Voilà le journal dans lequel Anne va écrire pendant toutes ces années de réclusion. Bien sûr, elle écrit en néerlandais, donc vous lisez une traduction. Je vais vous faire la lecture du commentaire descriptif qui apparaît sur le site internet Livre ouvert. En 1942, la Hollande est occupée par les nazis et des Juifs disparaissent chaque jour. La famille d'Anne Frank se réfugie dans l'annexe, une cachette élaborée à même les bureaux du père d'Anne. Pendant 2 ans, les Frank cohabitent avec une autre famille juive dans un espace restreint, avec peu de vivres et de contact avec le monde extérieur. À 13 ans, Anne est la plus jeune du groupe. Prenant son journal pour confident, elle décrit les journées interminables de l'annexe où les gens sont tiraillés entre l'espoir d'une libération et la peur d'être découverts. Le journal d'Anne Frank a été écrit par une jeune fille entre ses 13 et 15 ans dans un contexte de clandestinité et de persécution. Dans cet environnement étouffant, la jeune fille observe et interprète sans retenue sa propre évolution au cœur des relations humaines exacerbées par la promiscuité. Avec une écriture passionnée, impulsive et impudique, elle s'interroge de façon réfléchie sur les motivations des gens et le fonctionnement du monde. L'auteur communique son éveil à la sexualité, sa découverte du sentiment amoureux, son rejet de l'autorité parentale ainsi que ses réflexions sur la politique, la justice et la condition des femmes. Sa perspective à la fois ambitieuse et autocritique étonne par sa lucidité précoce. Une postface pertinente situe le contexte historique, ajoute des éléments biographiques et commente les thèmes du journal. Ce récit de vie édité en plusieurs langues est devenu un symbole de révolte et de douleur face aux injustices de la guerre. Il fait découvrir une indépendance d'esprit exceptionnelle et inspirante. Le père d'Anne Frank se nommait Otto Frank. Elle avait une bonne relation avec son père. Elle l'aimait beaucoup, il lui rendait bien l'appareil. Par contre, avec sa mère, c'est une toute autre histoire. Donc, sa mère se nommait Edith. Elles avaient toutes les deux une relation plutôt conflictuelle. Et Anne a une sœur du nom de Margot. Sa sœur est un petit peu plus âgée qu'elle. Margot est beaucoup plus réservée, plus effacée qu'Anne. Donc, Anne est très expressive, très expansive, extravertie, tout ça. Margot est un peu son contraire. Dans l'annexe, ils seront rejoints par la famille Van Damme. Ça, c'est le nom Van Damme que vous lirez, mais en fait, leur vrai nom, c'est les Van Pels. Et le dentiste Doucel, de son vrai nom, Fritz Pfeffer. Il y a deux principaux camps de concentration là, qu'on va mentionner dans le roman Le Journal d'Anne Frank. Il s'agit du camp de Bergen-Belsen et celui d'Auschwitz-Birkenau. Donc, vers la fin du roman, les clandestins vont devoir se rendre dans ces camps de concentration. Bien sûr, la famille est séparée à ce moment-là. Voilà son père, Otto, sa mère, Edith, sa sœur Margot, Peter Van Damme, donc c'est le fils Van Damme avec lequel finalement elle va passer beaucoup de temps. Hein, comme ils se retrouvent reclus, ne peuvent sortir à l'extérieur, ils vivent vraiment cachés. Ça va permettre à ces deux personnages-là, en fait, de se rapprocher. Ils vont souvent aller dans le grenier, qui est en fait l'endroit où Peter élit domicile, là, dans le fond, parce que chaque membre va avoir une place à lui un petit peu dans l'annexe, une place bien sûr qu'ils doivent partager. Là.
Monsieur et Madame Van Pels ou Van Damme dans le roman, Augusta, la dame Van Damme, est très, très, très expressive. Elle aussi prend beaucoup de place dans l'annexe, donc ça va amener des conflits entre elle et Anne. Le dentiste Doucel, de nombreuses confrontations aussi avec Anne. Le principal sujet de dispute, de discorde sera la table de travail. Les deux veulent l'utiliser souvent en même temps, donc ça va amener des conflits. C'est une coupe ici de l'annexe. Alors, ici à l'avant se trouvaient les entrepôts du père d'Anne Frank. Il y a un escalier qui donne accès à une petite pièce ici dans laquelle se trouve une bibliothèque pivotante. Les gens ne savent pas que cette bibliothèque-là ouvre finalement un passage vers l'arrière de l'édifice qui supposément est désaffecté. Donc, les gens n'y vont plus. Pour celles qui ont vu le film Nos étoiles contraires, c'est vraiment l'endroit là, où on voit Hazel là, qui monte avec ses bonbonnes d'oxygène dans un escalier très, très abrupt. Donc, c'est cet endroit-là. Alors, quand on entre, on a tout de suite la petite salle de toilette ici. Vous remarquez qu'il n'y a pas de bain, pas de douche. On a la chambre que Anne et Doucel doivent se partager, la fameuse table de travail là, qui sera l'objet de plusieurs discordes. La chambre des parents d'Anne qui est partagée aussi avec Margot. Les Van Damme ici et la salle à manger. Ensuite, le grenier dans lequel on retrouve Peter. Voilà. Dans le roman, il est question de deux Peter. Le Peter qui est allé à l'école primaire avec Anne. Donc, ce n'est pas le même Peter. Il y a vraiment deux Peters différents. Ça, c'est une vue de l'annexe réelle, en fait, ce qu'on peut encore voir sur la rue Prinsjesgraaf à Amsterdam. C'est un endroit d'ailleurs qu'on peut encore visiter. Donc, les clandestins occupaient les étages, le deuxième, troisième et le grenier. Bien sûr, ils avaient tendu des rideaux, en fait des bouts de tissu noir là, pour qu'on ne puisse pas les voir. Mais en même temps, la façon dont c'est fait, l'édifice était inaccessible par l'arrière. Donc, vous voyez, il y a plein d'arbres et tout ça, il n'y a pas d'entrée à l'arrière. C'est ce qui leur a permis finalement de se cacher là et de réussir à rester cachés pendant 2 ans. C'est la fameuse bibliothèque là, dans la réalité. Donc, si vous vous rendez à Amsterdam, que vous allez visiter le musée d'Anne Frank, vous allez pouvoir voir cette bibliothèque qui menait finalement à un passage secret. La chambre d'Anne Frank, qui, comme toute adolescente, avait ses goûts, ses préférences. Donc, on voit les affiches encore sur les murs. Le grenier où ils rangeaient leurs provisions. C'était l'endroit justement où Peter dormait. La salle à manger où les membres se retrouvaient là, pour chacun des repas et pour d'autres moments de la journée. Ici, on a une carte qui montre les camps de concentration et les camps d'extermination. Donc, le camp de concentration Bergen-Belsen est ici. Et le camp Auschwitz, donc 2 camps très, très, très populaires, est ici. Très connu, en fait. Ce sont des baraquements, en fait, c'est à ça que ressemblaient les camps de concentration, les camps d'extermination, donc des baraquements très simples, aucune installation sanitaire. Donc, les gens se rendaient dans ce qu'on appelait des latrines. Finalement, c'était juste des trous creusés à même la terre qui, par mauvais temps, se débordaient, en tout cas, se remplissaient tout ça. Donc, je vous laisse imaginer là, les conditions atroces dans lesquelles ces clandestins-là, ces réfugiés-là, c'est-à-dire pouvaient vivre. En fait, ce pas des réfugiés, ils étaient menés là de force dans les camps de concentration. Donc, à l'intérieur de ces camps-là, c'était que de simples banquettes de bois qui servaient de lit. Tout le monde était entassé à plusieurs sur la même banquette, pas de matelas, rien. Les gens maigrissaient, en fait, tombaient malades à cause de l'insalubrité, les mauvaises conditions de vie. Donc, ils n'étaient pas bien nourris non plus. Je vous en parle maintenant parce que la prochaine diapositive est un petit peu plus difficile à voir. Je ne la laisserai pas trop longtemps. Les gens étaient vraiment amaigris, malades. Donc, voilà à quoi cela ressemblait. Alors, je passe rapidement. Voici maintenant les camps de concentration entourés de fils barbelés pour empêcher les gens de s'enfuir. Et les fours crématoires dans lesquels on brûlait le corps des Juifs, les corps des Juifs décédés. C'était d'autres compatriotes juifs finalement qui s'occupaient d'amener parfois leurs amis, les membres de leur famille, dans ces fours crématoires où ils étaient là, brûlés après leur décès.
Et finalement, je termine sur une diapositive des chambres à gaz. Quand les, euh, les Juifs arrivaient, après avoir été entassés dans des wagons à bestiaux, euh, donc ils étaient acheminés dans les camps de concentration par train, tout entassés, tout ça. Ils ne pouvaient pas s'asseoir, se coucher. Ils étaient dans ces wagons-là pendant plusieurs jours, sans arrêt pour aller à la toilette ou quoi que ce soit. C'était pas rare finalement qu'au bout du trajet, quand les gens sortaient, ben, on se rendait compte qu'on avait côtoyé une personne morte parce que, bon, elle était morte d'épuisement, de faim, peu importe. Là. Alors, c'est ça, quand ils arrivaient dans les camps de concentration, d'extermination, certains, les plus faibles, souvent les femmes, les enfants, les vieillards, on leur demandait de se débarrasser de tous leurs effets personnels, de se déshabiller, en leur disant qu'on allait, bon, les mener à la douche, mais finalement, c'était la chambre à gaz. C'était effectivement des douches, mais c'était du gaz qui sortait de là et non pas de l'eau. Et on les exterminait là, de cette façon-là. Alors, voilà un petit peu le contexte du roman que vous allez lire. Bien, à partir de là, bien, je vous souhaite une bonne lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Bonne lecture.